My name is Harrison Njiambelo, and I am going to talk you about the current status of wetland ecosystem in Madagascar, the distribution, the pressures and challenges, and also the future direction for its management. Distribution and ecological function of wetland. In Madagascar, you can find these five geographical distribution of hydrographical basins in Madagascar. You have the eastern side, the western side, the southern side, and the northern side, which is subdivided into two main basins. So overall, there are about 29 hydrographical basins in Madagascar. And this is based from the research made by Rasaf Njabe back in 2012. And you can have the freshwater wetlands, you can have the streams, the lakes, which are mainly found in the high plateau wetlands. And you can have also some floodplains, some marshes and swamps. And you can also have the saltwater wetlands that are located into the western coastal sites in Madagascar. You can have the estuaries and the salt marshes, the mangroves and the lagoons. There are also many artificial wetlands in Madagascar, especially if we are going to talk about the rice field, because we are dependent on rice. And there are also these fish ponds operated at a very specific site level. But wetlands, based on this graphical representation made by the Ramsar Convention in 2018, wetlands can be found everywhere within the Sustainable Development Goals. So it contributes to each and all of the goals that have been identified by this SDG. And this summarizes us about the necessity and the importance of the wetland ecosystem services provided to people and to the nature. Again, on this table made by Ramsar, it explains us clearly about the contribution of wetlands to the provisioning of ecosystem services, and it provides us food and fresh water and biochemical products. It also regulates climate services, support hydrological services, and fight against pollution and protect from erosion. But also it has some very important cultural services, and it supports So based on this figure made by the Wealth Accounting for Ecosystem Services in 2016, this flow represents the flow of water within the economy for Madagascar. So we can see here that water is used in hydropower and hydroelectricity. It's used in water irrigation and agricultural perspectives. It is also used by industrial and used by households. So you can briefly see the cycle of water based on this study made by Wealth. In the urban wetlands, they are very important for provisioning clear water for population. It's important for health and sanitation, and also for industry and infrastructure. We can see from these figures that this proportion about provisioning of clean water services to rural and urban areas are very big. And from this slide, you can see on the top picture that
some small barrels lying down, waiting for water. So water is becoming scarce in the highland in Madagascar. And on the pictures below, you can find many kids playing on water. So all of this was very recently, like last week. So all of this shows the needs for wetlands in big cities, especially in the highland in Madagascar. But wetlands also support biodiversity, and we can see here on this slide that it supports more than 170 fish species, more than 60 species of water birds, and more than 270 species of amphibians, and 4 species of freshwater tortoises, more than 40 species of crustaceans, and 3 species of mammals. So this shows us the importance of wetlands in the persistence of biodiversity. And on the right side, you can have this table, and this represents the level of threatened species related to wetland habitats. And this is for both Madagascar and the Indian Ocean island, and this is based from the studies made by the IUCN. Wetland status and protection. In Madagascar, we have this complex of protected area system, and on this map on the left, you can have this system of protected areas, and you can see clearly that there are many protected areas located within the eastern and western side of Madagascar. A few ones in the central high plateau of Madagascar, and there are also some Ramsar site protection, some locally managed wetland areas. And on the right side, you can have these key biodiversity areas in Madagascar. For Ramsar sites, there are 21 Ramsar sites in Madagascar, and it covers an area of more than 2 million hectares. But as we can see from the map on the right, those Ramsar sites are located in a very specific locations in Madagascar. So, of course, they are not enough to ensure the protection of wetlands, but we are starting to develop this strategy to better integrate wetland. For wetland degradation, it can be categorized into three main aspects. So there are these direct threats and pressures on wetlands that happen at the site level. There are these challenges for the management of the wetlands encountered by the site managers. And there are these national trends for wetlands, and also some external factors that may contribute to the degradation of those fragile ecosystems. The main pressures of wetlands can be mapped using this map below. And this graphic shows us all about the causes and the consequences of wetland degradation in Madagascar. Of course, they can be categorized into two main aspects that are the urban wetlands and the rural wetlands. And for the agriculture, it's mainly the land conversion, the use of agrochemical product, and the unsustainable diversion of water that harms the wetlands. From fisheries, it's mainly the overfishing, the habitat destruction, and
the use of harmful fishing practices that will contribute to the degradation of wetlands. And in parallel to that, there are these overexploitation of natural resources. Also, the erosion and the sedimentation caused by the land conversion and deforestation and burning vegetations. So all of them contribute to the disappearing of wetlands. And on the other way, the invasion of invasive species, that means for plant and animals, can harm massively the wetlands. And finally, from the industry and the housing category, you can have the pollution, the change to hydrology, and the diversion of waters that can destroy wetlands. So on this picture, you can see the level of threats on these fragile ecosystems. So it can be subdivided into urban wetlands and into rural wetlands. Climate change crises also make a very massive threat to wetlands, and the perturbation of rainfall and the increase in temperature can potentially warm wetlands. And this is just the debate from the last COP that we need to consider. There are many challenges for wetland management at site level. So first, there is this lack of knowledge on scientific information for key wetland processes. And there are also this lack of strong methods for assessing key ecosystem services. Also, the pressures on wetlands ecosystems occur at the landscape level. That means that if you want to manage one specific area, then you cannot just focus on that wetland. You have to consider the external factor that involves deforestation, silting, and burning grassland. That happens at the landscape level. Also, the combined effect of threats and pressures like climate change, invasive species, and pollution, all of them can come together and can make a very massive threat to wetlands. And sometimes also the irreversibility of damaging threats and pressure can harm wetlands very badly. The other challenge is that rice dependency for Madagascar. So here we can see that every single wetlands in Madagascar has been converted into rice field. So on this picture, we can see that all of the rice paddies that we can see here was composed by marsh vegetation long time ago, like during the 80s, and it has been converted into rice. And from this picture captured from the Google Earth, you can see that the borders of the lakes are converted into rice fields. The other challenge also at site level, based from the AirMet assessment that we have conducted, the insufficiency of financial resources for management of wetlands is one of the biggest challenges. 12 from the 21 Ramsar sites are missing funding to better consider wetland aspects. 9 sites confirm that the lack of financial resources is the main issue on managing the sites, and that has a major influence on many aspects of wetland management.
Also, the inefficiency of management plans caused by the lack of budget or the lack of key expertise, and the inefficiency of protection systems. All of them can be challenges for wetland management. Um, and at national level, the lack of leadership at national scale and the inoperational of the National Ramsar Committee at the moment, um, those can lead to the misconsideration of wetland ecosystems. Uh, Policies do not integrate wetland protection and waste use. And also, there are no statistical data available for the better management. And there are no baseline study existing at all for the moment. In parallel to all of those stated before, the lack of research and the capitalization of research results for key wetland processes, and this can make challenges for wetland management. The lack of interest from mature donor on wetland protection and waste use, the insecurity and migration, and the lack of initiative from local leaders like mayors and chief of villages. All of them can come together to make some challenges, some big challenges to wetland management. And the consequences of all of that is that water is becoming scarce in urban areas and in rural areas. And the damages from water perturbation and from climate change is already happening at the moment. So that picture was taken in 2017, and it's intensifying every single year. When natural habitats are lost and degraded, species goes with them also, and also many species are threatened, many wetland species, and they are exposed to the risk of extinction, and the local communities are becoming more vulnerable to climate change. Now the national strategy for wetland management. I'm going to talk about the future direction for wetland management in Madagascar. So there was this initiative on developing this national strategy for wetlands in Madagascar. And this document is subdivided into 5 main strategies. The first strategy is to promote research. That is to improve the knowledge on wetlands and to gather evidence, scientific evidence, to inform wetland management at site level. The second objective is to identify wetlands of national importance. That means for biodiversity, for water, for fishing, for agriculture, and for other sectors of development. The second strategy is about the wise use, the protection and restoration of key wetlands. And that has to do with the law enforcement and respect of national regulation, the protection of Ramsar site wetlands in Madagascar, the restoration of key habitats, the promotion of wise use program for wetlands, and the identification of new funding mechanisms for wetland management. The strategy 3 is about the interdisciplinary for wetland management, and that is for the institutionalization of central and regional structures. That means the National Ramsar Committee, the CEST and the GESP, and also the other regional structures. This strategy aims also to promote the integration of sustainable management of wetlands
into the sectors of developments, like into the policies and into other procedurals. Strategy 4 aims to reinforce the environmental education and information and communication program. And this could be done through the basic tools that will be developed for educational program. There are also this development of SEPA instruments that is adapted to different targeted audiences. And also we aim to promote the awareness raising activities to understand the values of wetlands. Strategy 5 aim to promote the participation and collaboration, and that is to support the fundraising and the search for financial sustainability mechanism to promote that long-term management of wetland resources at the site level. And we need to reinforce the participation and collaboration of all the key partners working on wetlands, and ensure that the involvement of local communities are effective at the site level. So that's my contribution. So thank you very much, and open for questions. Thank you. Hello everyone. Bonjour tout le monde, je m'appelle Harrison Andriambello et aujourd'hui je vais vous parler du statut de l'écosystème des terres humides à Madagascar. On va parler de la distribution, des pressions, des défis et des directions à venir pour sa gestion. Distribution et fonction écologique des terres humides à Madagascar. Voici la distribution géographique de ces bassins hydrographiques. Il y a la partie ouest, est, sud et nord, laquelle comprend 2 bassins principaux. De manière générale, il y a 29 principaux bassins hydrographiques. Nous nous basons sur une recherche de Sivinapé en 2012 pour ces informations. Il y a des eaux douces, des lacs d'eau douce dans les terres humides. Il y a de l'eau salée également, dans les marécages notamment. Et donc, comme je l'ai dit, de l'eau salée également, donc il y a des estuaires, et il y a des marécages salés, des mangroves, des lagons et des récifs. Et il y a également des terres humides artificielles, surtout des cultures de riz, étant donné que c'est l'une des cultures dont nous dépendons. Il y a également des étangs pour poissons, des sites spécifiques donc. Les terres humides, comme on le voit ici à l'écran, graphique qui date de 2018, les terres humides sont également reprises dans les objectifs de développement durable, les ODD. Et ces terres humides contribuent à l'atteinte de ces ODD. Voici ici un résumé de l'importance de la protection des écosystèmes de terres humides, protection indispensable pour les hommes et la nature. Ici, un tableau qui explique la contribution des terres humides à la protection des écosystèmes. Elle est source d'alimentation, d'eau douce et de produits biochimiques. Elle est également responsable de la régulation climatique locale. C'est également une source hydrologique. Elle permet de lutter contre la pollution et de lutter contre l'érosion.
mais elle rend également des services culturels. Sur la base de ce schéma réalisé par Waves en 2016, ce que nous voyons ici, c'est un flux d'eau dans l'économie pour Madagascar, l'économie malgache. Ce que nous voyons ici, c'est que l'eau est utilisée pour l'hydrogénération d'électricité, pour l'irrigation et pour des utilisations agricoles. L'eau est également utilisée par l'industrie et les ménages. Et ici, le cycle de l'eau est illustré. En ce qui concerne les populations urbaines, l'eau est également très importante, notamment pour la santé et l'assainissement, tout comme pour l'industrie et l'infrastructure. Et ce que nous observons ici à l'écran, c'est que c'est la proportion de la population urbaine desservie avec de l'eau de meilleure qualité, proportion de la population urbaine desservie avec de l'eau de moins bonne qualité. Et ici, en haut, sur la photo du haut, nous observons des bidons qui attendent de récolter de l'eau. L'eau devient de plus en plus rare à Madagascar. Et sur la photo du bas, des enfants jouent dans l'eau. Cette photo a été prise la semaine dernière et ceci nous montre donc l'importance des zones humides dans les grandes villes. Les zones humides soutiennent également la biodiversité. Comme on le voit ici à l'écran, elle permet à plus de 676 espèces de poissons de survivre, plus de 63 espèces d'oiseaux d'eau, 278 espèces d'amphibiens, 4 espèces de tortues d'eau douce, 41 espèces de crustacés et 3 espèces de mammifères. Cela souligne donc l'importance des terres humides pour la protection de la biodiversité. À droite, le tableau, lequel illustre le niveau des espèces en voie de disparition dans 16 habitats. Et ceci concerne Madagascar et l'île avoisinante, étude qui a été effectuée par Wave en 2018. Statut des terres humides et leur protection. À Madagascar, il y a un système de zones protégées. Et ce que vous voyez à gauche, ce sont ces zones protégées. Et comme vous le voyez, il y en a plusieurs, tant au sud qu'à l'est, un petit peu aussi au centre. Il y a des sites de protection dits Ramsar pour une gestion et une protection de ces zones. Et à droite, vous voyez les différentes zones de Madagascar. Pour les sites Ramsar, il y en a 21. Cela recouvre plus de 2 millions d'hectares, ces sites-là. Mais comme nous pouvons le voir à l'écran, ces sites Ramsar se trouvent à des endroits bien spécifiques de Madagascar. Ils ne suffisent pas pour garantir la protection des zones humides.
mais cette stratégie est en phase de développement, en phase de renforcement. Ensuite, dégradation des zones humides. Elle peut être catégorisée en 3 piliers. Tout d'abord, les pressions et les menaces. Il y a également des défis en matière de gestion, qui incluent également des facteurs externes, sans oublier en troisième lieu les tendances nationales et, comme je l'ai déjà dit, des facteurs externes qui peuvent contribuer à la dégradation de cet écosystème fragile. Pressions principales sur les zones humides continentales sont illustrées ici. Et ce que l'on voit sur ce graphique, les causes et les conséquences de la dégradation des zones humides à Madagascar. Bien sûr, des catégories sont possibles, 2 catégories d'ailleurs. D'une part, les zones humides urbaines et d'autre part, les rurales. Pour l'agriculture, il est surtout question de conversion foncière, d'utilisation d'agents agrochimiques et la diversion non durable de l'eau des zones humides vers des systèmes d'irrigation. Ensuite, la pêche, là aussi, la surpêche cause de problèmes, destruction d'habitats, ainsi que l'utilisation de pratiques de pêche néfastes à l'environnement, qui donc menacent ces écosystèmes. En parallèle, la surexploitation des ressources naturelles, sans oublier l'érosion et la sédimentation causées par la transformation foncière, la déforestation et l'utilisation du feu sur la végétation, le tout étant responsable de la disparition de ces zones humides. Et à droite, les espèces invasives, lesquelles peuvent avoir un impact significatif. Dernière partie, le secteur industriel et les logements, pollution, destruction des zones humides, utilisation de l'eau pour la récupération de l'eau depuis les terres humides. Ici à l'écran, nous le voyons. Climate change crisis also Il y a également des risques au niveau du changement climatique, constituent des menaces vis-à-vis de ces zones humides. Comme vous le savez, des perturbations au niveau des intempéries peuvent peser sur la protection de ce système. Alors, quels sont les défis au niveau de la gestion des terres humides? Alors, tout d'abord, il nous manque des informations scientifiques pour orienter des mesures de protection de ces écosystèmes. Il nous faut également des méthodes pour une meilleure compréhension et analyse de la situation. Il y a également des pressions sur ces écosystèmes au niveau du paysage. Cela veut dire que si vous voulez gérer une zone spécifique, on ne peut pas uniquement se concentrer sur cette zone. Il faut également considérer les facteurs externes, par exemple, déforestation, l'ensablement, les brûlages, ce qui se fait de manière récurrente, sans non plus oublier les effets combinés de ces menaces et de ces pressions. Changement climatique, espaces invasives, pollution, toutes ces menaces pouvant s'entremêler et constituer des menaces de poids sur ces écosystèmes. Sans oublier l'aspect irréversible de ces menaces, lesquelles peuvent peser davantage sur la pérennité de ces écosystèmes.
Autre défi, la dépendance au riz. Comme nous le voyons ici, toutes les zones humides de Madagascar ont été transformées en zones de culture de riz, des cultures rizières. Alors, comme nous le voyons aussi, les données remontent aux années 60 et la conversion en riziculture a été très importante. Ici, une image de Google Earth. Les abords du lac ont eux aussi été convertis en zone de culture de riz. Ensuite, d'autres défis, comme je l'ai dit, eh bien, nous avons des ressources financières insuffisantes pour la gestion de ces écosystèmes. C'est l'un des défis principaux. 12 des 21 sites Ramsar n'ont pas suffisamment de financement pour continuer la protection de ces espaces. 9 sites ont confirmé que le manque des ressources financières constitue le point d'achoppement pour la gestion de ces sites, ce qui a un impact majeur sur de très nombreux aspects de la gestion de ces écosystèmes. Sans oublier l'inefficacité des plans de gestion, notamment en raison des manques de budget, de participation, d'expertise, et l'inefficacité des systèmes de protection. Ces éléments pouvant constituer des défis pour la protection des zones humides. Au niveau national, nous observons un manque de leadership et le comité Ramsar national n'est pas opérationnel, ce qui engendre un manque d'intérêt pour une protection de qualité pour les zones humides. Il manque également des données statistiques et des études de base sur lesquelles se baser. Aucune étude de référence. Outre ces informations, il y a également un manque de recherche et d'utilisation des résultats des recherches sur le fonctionnement de ces zones humides, ce qui constitue donc des défis pour la gestion des zones humides. Manque d'intérêt pour les bailleurs de fonds principaux, insécurité et immigration, et manque d'initiative des décideurs locaux, comme les maires et les chefs de village. Ils pourraient relever des défis ensemble, mais ce n'est pas le cas. Conséquence, l'eau se raréfie dans les zones rurales et les zones urbaines. Et voici les conséquences du changement climatique et des perturbations hydriques. Nous en observons d'ores et déjà les conséquences. Cette photo a été prise en 2017. Et ces changements s'intensifient année après année. Ces habitats naturels se détériorent, les espèces disparaissent et beaucoup d'espèces sont menacées, elles courent le risque d'extinction et les communautés locales sont elles aussi plus vulnérables au changement climatique. Désormais, la stratégie nationale pour la gestion des zones humides. Quelles sont les orientations à venir pour la gestion de ces écosystèmes malgaches? Une stratégie nationale a été développée pour la gestion de ces zones et ce document se compose de 5 stratégies principales. La première,
promotion de la recherche. L'objectif étant le renforcement des connaissances de ces zones et de collecter des preuves scientifiques pour une politique de gestion des zones humides scientifique. Deuxième objectif, l'identification de la reconnaissance de ces zones humides comme étant d'importance nationale, ce qui inclut la biodiversité, l'eau, la pêche et l'agriculture, et d'autres secteurs également. Deuxième stratégie, l'utilisation raisonnable, la protection et la restauration des zones humides clés. Ceci inclut l'application de la loi et le respect des réglementations nationales. La protection des sites Ramsar, la restauration des habitats clés, la promotion d'un usage raisonnable des zones humides et l'identification de nouveaux mécanismes de financement pour la gestion des zones humides. Stratégie 3, approche interdisciplinaire pour la gestion des zones humides. Autrement dit, cela passe par l'institutionnalisation des structures centrales et régionales responsables de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Le CONARAMS, le CEST, le GESP et les structures régionales. Cette stratégie a également pour but la promotion de l'intégration de la gestion durable des zones humides et de leur intégration dans des politiques sectorielles et d'autres procédures. Stratégie 4, renforcement du programme EIC. L'idée est ici de développer des outils à des fins éducatives. Sont également développés les instruments CEPA qui sont adaptés à différents types d'audiences cibles. Et l'objectif est également la promotion des activités de sensibilisation pour comprendre la valeur des zones humides. Stratégie 5, promotion de la participation et de la collaboration. L'idée est de soutenir la levée de fonds et de la recherche de mécanismes de financement durable, la promotion et la collaboration. La promotion et la collaboration entre tous les partenaires clés qui travaillent sur les zones humides. Et l'idée est aussi de garantir l'implication des communautés locales et qu'elles soient effectives et efficaces au niveau local. Donc, voilà pour ma contribution. Je vous remercie de votre attention. Je me tiens à votre disposition pour toute question possible.